et bienvenue dans votre journal 100% local. Voici les titres. Nous verrons comment les élus se préparent à la gestion des risques. Un séisme, des inondations ou une tempête, ils ont participé à un exercice fictif à La Roche-sur-Yon pour se tenir prêts. Une simulation qui a eu lieu 14 ans après le drame de Xynthia. Après 2 semaines bien chargées, le salon de l'agriculture s'est terminé dimanche. Malgré un climat tendu, les Vendéens sont repartis avec beaucoup de médailles. Une récompense ultime pour des produits de qualité. Enfin, dans 3 mois, la flamme olympique passera dans le département. Le 4 juin, elle fera étape dans 7 endroits différents, du passage du Gois le matin jusqu'au Sables d'Olonne. Le détail du parcours dans cette édition. Mais avant de développer ces titres, nous vous l'annoncions ce lundi midi, un nouveau mort sur les routes est à déplorer. Samedi à 14h à Saint-Mémin, un accident impliquant un seul véhicule a fait une victime. Le conducteur de 33 ans a été déclaré décédé à l'arrivée de l'équipe médicale sur les lieux. Le bilan est donc de 18 morts sur les routes vendéennes depuis le mois de janvier. Entre le 26 février et le 1er mars 2010, la tempête Xynthia frappait la France, provoquant la mort de 53 personnes. Parmi les victimes, 35 se trouvaient en Vendée, dont 29 personnes rien qu'à la Faute-sur-Mer. Ce dimanche, un hommage était rendu aux victimes 14 ans après ce drame. Un drame qui rappelle l'importance de se préparer au risque. C'est pourquoi jeudi dernier, une centaine d'élus municipaux et de techniciens se sont réunis à La Roche-sur-Yon pour un exercice de gestion de crise. Répartis dans 4 salles, ils ont dû s'organiser au mieux pour réagir face à une inondation majeure ou encore une cyberattaque. Reportage de Colline Davy. C'est une réunion de crise où tout paraît réel, avec d'abord une mise en garde. Une vigilance orange pour pluie, inondation et vent violent. Un chef des opérations. Qu'on puisse avertir les populations, soit d'évacuation. Et même des appels incessants d'une population inquiète. Mais ça va durer combien de temps ? Le but du jeu, c'est que toutes les situations puissent être mises en avant et que chaque personne, chaque cellule organise son service et que tout se passe dans la meilleure des solutions. L'exercice est coordonné par l'Institut des risques majeurs qui propose le scénario, ici, une inondation, et répartit les rôles. L'objectif, c'est de les mettre dans un poste de commandement communal et ils vont gérer ce PC de crise et devoir communiquer, se coordonner, discuter avec les pompiers, les gendarmes. On essaye de leur faire un scénario majeur, donc on est sur un phénomène violent, mais on reste sur des choses qui sont de l'ordre de l'imaginable et du possible sur le territoire. On veut vraiment leur faire prendre en compte les risques de leur territoire et que les choses peuvent arriver. Et on le sait, aujourd'hui en contexte de changement climatique, les phénomènes extrêmes et violents, c'est des choses qui vont se rencontrer de plus en plus. Pour s'en sortir, 3 maîtres mots, anticiper, communiquer et coordonner. Pas toujours simple pour ceux qui vivent la situation pour la première fois, comme ce conseiller municipal. Ça monte, la pression monte crescendo, donc peut-être qu'effectivement dans quelques minutes ça va évoluer, mais depuis le début de l'exercice, on voit voilà, ça commence à s'agiter beaucoup et puis bon, le niveau de risque augmente aussi, bien entendu. On n'est peut-être pas au no peine. La manœuvre durera 1 heure avec au fil du temps de nouvelles péripéties. Évacuation de la population. Parce que là, l'eau monte de plus en plus. Une mise en situation stressante mais nécessaire pour ne pas être débordé en cas d'alerte réelle. L'exercice est difficile. Ça, en le faisant régulièrement, on sait que ça sera difficile. Pour des personnes qui n'ont jamais pratiqué, rentrer dans le jeu, c'est pas forcément évident. On essaie de gérer au mieux, sans paniquer, en structurant effectivement toutes les cellules. C'était quand même bénéfique malgré tout. Bon, il y a eu quelques loupés, mais quoi qu'il en soit, donc pour moi, c'était globalement positif. Opération réussie, aucune victime n'est à déplorer. Grâce à cet exercice, une centaine d'élus et de techniciens se sont formés à la gestion de crise. Le salon de l'agriculture s'est terminé dimanche à Paris et la Vendée est repartie avec beaucoup de médailles. Au total, 58 prix, dont 21 premiers prix, 26 deuxièmes prix et 11 troisièmes prix. Des médailles d'or principalement pour les bovins et les huîtres. Malcolm, le taureau que nous avions rencontré avant son départ à Paris, a remporté la plus haute distinction dans sa catégorie. Les récompenses au concours général agricole ont mis en valeur les animaux, mais aussi les vins, les charcuteries, les bières, les viandes et aussi les produits laitiers. L'agriculteur Steve Pété, lui, a remporté le 3e prix avec Tequila, sa génisse, une très belle récompense. C'est la récompense
donc à travers une plaque qui démontre la participation de Tequila au Salon de Paris. Et puis ensuite, il faut savoir qu'elle a un document officiel génétique. On retrouve toute son ascendance. Et derrière ça, il y a un document aussi où on voit les résultats qu'elle a obtenus dans les différents concours. Et là, ça sera noté 3e place à Paris, qui est pour nous une très très belle performance. Et c'est un salon qui s'est déroulé dans un climat tendu. La venue du président de la République et les échanges avec les politiques ont rassuré certains agriculteurs, mais pas la coordination rurale. Elle a perçu la venue du chef de l'État comme une provocation, puisqu'il est venu, je cite, avec une feuille blanche. Et sur notre site internet tvvendée.fr, vous pouvez retrouver les différentes réactions. Une autre récompense maintenant, mais dans un genre différent. Le Puy du Fou a reçu le Golden Globe du spectacle le plus créatif du monde à Las Vegas dimanche pour Le Mime et l'Étoile. Ce spectacle est également en lice pour les Oscars qui auront lieu le 16 mars. Le parc réouvrira ses portes le 30 mars prochain et nouveauté de cette année, le spectacle Dernier Panache fera peau neuve. Revenons à présent sur l'affaire qui a secoué le monde de la voile. Clarisse Kremer et son mari Tanguy Le Turquet sont mis hors de cause dans l'affaire de triche qui leur était reprochée. On rappelle que mi-février, un mail anonyme dévoilait des messages WhatsApp entre les deux skippers lors du dernier Vendée Globe. Tanguy Le Turquet aurait transmis des informations de routage à Clarisse Kremer alors qu'elle était en course. Un jury international a été composé pour analyser la situation. Il s'est réuni samedi et est entièrement convaincu qu'il n'y a eu aucune mauvaise conduite de la part du couple. Les skippers vont pouvoir maintenant se concentrer sur le prochain Vendée Globe dont le départ sera, vous le savez, donné le 10 novembre prochain. Un autre événement qui va marquer l'année 2024, ce sont les Jeux Olympiques. Une date à ne pas manquer en Vendée, ce sera bien sûr le 4 juin. Et oui, dans 3 mois, la flamme passera dans notre département. Alexandre Lenaour nous dit tout sur cette journée historique. Le grand départ de la journée sera donné à l'aube dans l'un des 3 sites iconiques du parcours, le passage du Gois. Entre 7h30 et 8h, la flamme s'élancera de l'extrémité est du Gois, côté Beauvoir-sur-Mer, pour allier la première balise, soit environ 2 km aller-retour. À 8h30, la flamme s'allumera dans la première ville-étape de la journée, Fontenay-le-Comte, départ de l'école Bourron-Massé pour rallier la place du 137e RIMA, la première des 4 villes traversées dans la journée. Deuxième lieu de passage, Montaigu-Vendée à partir de 11h30. Le relais prendra ensuite la direction des Épaisses où la flamme est attendue à 12h30 au Puy du Fou. Tous les détenteurs d'un billet pour la journée du 4 juin pourront ainsi suivre le passage du flambeau au travers du parc et jusqu'à son point de chute, le stadium gallo-romain. En début d'après-midi à 14h30, c'est La Roche-sur-Yon, le chef-lieu du département, qui accueillera la torche. Celle-ci mettra ensuite le cap sur le sud Vendée. Aux alentours de 17h15, la flamme arrivera dans la Rade d'Amour à la Pointe d'Arcet, site iconique de l'Aiguillon-la Presqu'île. Enfin, 7e et dernier lieu de la journée, les Sables d'Olonne. Dès 17h30, la flamme arrivera par la route du Parc des Sports de la rue de Lierre et empruntera notamment dans son parcours une partie maritime pour remonter le Chenal, un passage par le quai Guinet avant le point de chute final, la place du Vendée Globe. À 19h, la flamme s'illuminera alors aux yeux de tous dans une vasque géante installée pour l'occasion. Voilà le programme, mais quelques précisions logistiques doivent aussi être soulignées. 7 sites différents, parfois assez éloignés les uns des autres, vont donc être traversés, et ce, dans un timing assez serré. Comment est-ce possible ? Eh bien parce qu'il n'y aura pas un, mais 2 convois. Un premier, d'abord composé de 15 véhicules, ralliera les 3 sites iconiques. Un second convoi plus important de 40 véhicules se rendra pour sa part dans les 4 villes-étapes. Conséquence sine qua non, 2 convois, cela signifie qu'il n'y aura pas une, mais bien 2 torches. Mais attention, il ne pourra en revanche y avoir qu'une seule flamme olympique allumée à la fois, et ce, dans un souci de respecter l'esprit olympique. Exemple concret, après avoir franchi le passage du Gois, la torche du premier convoi devra être éteinte pour être simultanément allumée à 100 km de là, dans le sud Vendée, à Fontenay-le-Comte. Enfin, dernière particularité, vous l'avez peut-être compris, la flamme sera transportée en véhicule d'un point A à un point B. Les relais de la flamme ont ainsi lieu au sein même des 7 points de passage et non entre les 7 localités retenues. Les parcours définitifs sont eux connus au printemps. Vous le voyez, c'est donc une véritable machine logistique qui terminera sa course aux Sables d'Olonne. Épilogue d'une journée et d'une opportunité quasi unique pour les quelques 700 000 Vendéens d'apercevoir la flamme olympique. Quasi unique, oui, car il faut remonter à décembre 1991 pour retrouver la seule et
Unique trace d'un passage de la flamme dans le département, c'était alors à l'aube des Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville en 1992, il y a près de 32 ans. Et on rappelle qu'il s'agit d'une feuille de route hypothétique. Elle sera confirmée mi-avril après l'accord du comité d'organisation des Jeux Olympiques. On revient pour terminer sur le championnat de France de tir à l'arc élite et adulte qui s'est déroulé ce week-end au Vent d'Espace à Mouilleron-le-Captif. 380 archers étaient présents, dont 8 Vendéens pour cette épreuve de tir en salle à 18 mètres. Le meilleur résultat local est signé Margot Touzeau de l'Archer Club d'Esnay. Elle termine 4e en arc classique chez les féminines en senior 1. On écoute l'organisateur de ce tournoi. Ça a été un excellent, un merveilleux championnat de France dans un écrin comme toujours magnifique. Les acteurs ont été exceptionnels. Je remercie l'ensemble des 21 clubs de Vendée qui ont œuvré, des 1100 licenciés qui œuvrent aussi au quotidien pour que ce championnat puisse se faire. Au niveau des Vendéens, ça progresse. On a Margot Touzeau qui a fini 4e au pied du podium, dommage pour elle, mais elle est tombée sur la championne de France. On en avait 8 qui étaient en lice. Dans les 8, on en a 3 ou 4 qui ont fini dans les 8 premières places. Donc c'est prometteur pour l'avenir. Il suffit que maintenant, nous, qu'on leur trouve les moyens, mais ça on en a déjà parlé avec le SDOS et nos élus, pour qu'on donne les moyens à nos jeunes archers d'aller plus loin. On jette un coup d'œil sur le ciel de ce mardi. De la pluie le matin avec un petit peu plus d'éclaircies dans l'après-midi, même si dans les terres, la pluie continuera. Les températures seront comprises entre 3 et 7 degrés le matin et entre 9 et 10 degrés l'après-midi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, ce sera à 12h30. Je vous souhaite de passer une très bonne journée.